Bonjour et bienvenue à cette émission du dimanche 20 février 2022. Plus de 60 ans après les indépendances, l'Afrique au sud du Sahara peine à trouver sa voie pour une émergence économique. La Corée du Sud, qui avait le même PIB que le Cameroun dans les années 60, est aujourd'hui parmi les pays les plus industrialisés au monde, alors que le Cameroun, comme bien d'autres pays africains, patine dans le sous-développement. Un peu partout sur le continent, l'économie est sinistrée, le chômage est endémique, le système éducatif délabré et le système de santé totalement nécrosé. Face à ce sombre tableau, il est important de se questionner pourquoi nos pays tournent en rond à recycler de vieilles méthodes dont les résultats ne sont plus adaptés à notre temps. Quelle est la part de responsabilité de nos intellectuels dans ce sombre parcours? Voilà quelques-unes des questions qui seront au cœur de notre échange de ce dimanche avec notre invité, M. Alfred Rouillon, agronome en mobilisation citoyenne et valorisation du vivant. Bonsoir, M. Rouillon, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Bonsoir aussi à tous les internautes qui sont déjà connectés, qui sont avec nous. Ils peuvent bien sûr participer à l'émission, au débat, en laissant leurs commentaires ou leurs questions dans le fil de discussion de cette vidéo live. Commençons cette émission par une question d'actualité. Ce week-end, le Bénin inaugure une exposition des œuvres rapatriées de France, des œuvres expropriées lors de la colonisation. Monsieur Rouillon, quelles sont vos impressions par rapport on va dire d'abord au rapatriement et puis à l'exposition qui a été lancée aujourd'hui? Merci beaucoup, monsieur Jules Diossou, qui est un aîné à moi. Et je vous remercie pour cette confiance que vous m'accordez déjà. Bon, en ce qui concerne l'actualité, c'est vrai que nous traversons maintenant la fièvre de l'exposition des œuvres d'art. Il y a d'abord une partie qui a concerné le processus du rapatriement qui a abouti à la restitution effective de 26 œuvres d'art parmi tant de milliers d'œuvres qu'on n'a pas encore effectivement caractérisées. On ne connaît pas vraiment tous les œuvres d'art qui avaient été spoliées en son temps. Et d'abord, c'est satisfait. Il faut remercier le régime actuel et son leader qui a eu, d'une manière ou d'une autre, pris à cœur ce projet de restitution des œuvres. C'est une manière de vouloir se reconnecter à l'intelligence des ancêtres et l'intelligence surtout à tous les niveaux, parce que ces œuvres représentent non seulement des représentations artistiques, mais aussi toute une représentation magico physique et puis tout ce qui est lié au plan astral qu'ils utilisaient. Donc, moi, je dis merci d'abord au président Talon d'avoir conduit tout ça, d'avoir pris le dossier à cœur comme étant un projet personnel qui l'émeut beaucoup. Et comme il a dit, même à Paris, au moment de la restitution, il avait beaucoup d'émotions, il était chargé d'émotions. Et cependant, moi, je trouve quand même qu'on n'est pas toujours suffisamment organisé. J'aurais aimé, par exemple, que pour ce processus qui a pris du temps, c'est un processus qui a pris du temps, c'est pas seulement en 2016 que les gens parlaient de ça, on aurait quand même pu investir énormément dans la construction de conservatoires. Ça, il n'est pas impossible pour nous de construire des conservatoires. On a les moyens, on a des chiffres d'aménagement, des chiffres de construction de pas mal de choses, d'acquisition de véhicules, tout ça, de fonctions. On aurait pu construire tout au moins un musée. Ce musée-là serait même vide et ça va faire appel à ces œuvres. J'ai vu que c'est à l'arrivée et on est même dans un projet de construction de musée avec encore la collaboration et l'appui de l'Union européenne ou bien de la France, tout ça, ce n'est pas tout à fait digne
Bon, je ne sais pas comment les choses se font dans le monde, mais en matière de dignité, ces œuvres-là étaient quelque part. Ce n'est pas fabriqué en France, c'est les ancêtres béninois qui l'ont fait, qui les ont fait. Et c'est peut-être des œuvres aussi spoliées dans d'autres royaumes du Bénin, tout ça, mais quand même, c'est les Béninois qui ont fait ces œuvres. Si on n'a pas le passé, la capacité de produire autant d'œuvres artistiques, et qu'aujourd'hui, avec l'évolution du monde, les budgets qu'on vote, tout ça, on n'arrive pas à prévoir, à anticiper sur la place d'accueil des œuvres, il y a beaucoup de problèmes. Parce qu'aujourd'hui, c'est des œuvres qu'on retrouve au palais, c'est bien, ça redore un peu le blason du palais, de la marina, et qui a été aussi beaucoup, et on a eu beaucoup d'investissements à ce niveau pour en faire une véritable vitrine du pays. Mais je ne suis pas encore très satisfait parce que je pense qu'on peut mieux faire. On peut même aller plus loin et aller jusqu'à voir, identifier, caractériser les origines de ces œuvres et voir si on peut recollecter un peu des informations au niveau de ceux qui détenaient ces œuvres-là comme étant des patrimoines. Et au niveau du pays, construire toute une dynamique de panégyrique, d'histoire, qui renouvelle un peu cette histoire archaïque qu'on nous enseigne, ou bien qu'on nous dit, et quand on va faire, comment on appelle, quand on va au village, pour revoir un peu les choses et reconstituer une histoire qui répond vraiment à tout ce processus. Donc, c'est ce que je peux dire. Pour le moment, je suis un éternel insatisfait. Et j'ai aimé le processus, c'est juste 26 œuvres d'art. Et nous n'avions pas eu vraiment une célébration qui va les accueillir, un endroit qui est bien fait, relié aux sociologues, aux historiens, aux psychologues même, et même aux praticiens et aux vaudounos. Chacun passera faire l'éloge et une histoire qui montre qu'en réalité, entre les ancêtres et nous, il y a une descendance qui suit son cours. J'ai comme l'impression qu'on est dans une rupture. On est dans une rupture civilisationnelle, je ne sais pas, mais nous sommes toujours les descendants de nos ancêtres. Il va falloir que nous corrigions cet état de choses. Donc, moi, c'est ce que je vois. Si c'est le chef de l'État qui doit expliquer et réexpliquer les œuvres, il n'est vraiment pas dans son rôle. Et nous avons des historiens, nous avons des, comment on les appelle, et les touristes, bon, pas les touristes, les spécialistes en tourisme, ceux qui peuvent, on a encore ce qu'on va appeler les griots, ça existe dans le pays. Donc, il faut réactiver tous ces gens-là pour pouvoir bien raconter l'histoire. Donc, moi, j'ai vu que le processus, le projet n'a pas lié la citoyenneté à ça. Il n'y a pas eu de mobilisation citoyenne, il n'y a pas eu d'éveil citoyen. Bon, peut-être qu'il y a eu, moi je ne suis pas au courant, je n'ai pas vu, sinon, et ce qui s'est passé hier 19, je crois que c'était hier, on aurait vu quand même tout un parcours de communicateurs, de spécialistes qui vont parler, d'autres qui vont même dire que cette œuvre vient de quelque part, de quelque part. Ceux qui les ont ramassés savent d'où ils les ont ramassés. Et on peut reconstituer l'histoire de tout ça là. Voilà. Merci beaucoup, si je n'ai pas été trop long. Non, non, ça va. Je crois qu'il y a tout un chantier autour de ces œuvres qu'il faut ouvrir et continuer. Oui, on comprend bien votre point de vue. Restons toujours dans les questions d'actualité. On a assisté aussi au cours des dernières semaines des incursions des djihadistes au nord du pays. Malheureusement, ces attaques ont fait 9 morts selon les chiffres officiels. Avez-vous peur pour le Bénin après ces attaques qui deviennent de plus en plus récurrentes? Bien sûr que oui, j'ai très peur et avec beaucoup d'inquiétude aussi. Et puis, puisque d'abord, c'est tous les projets, les plus grands projets touristiques étaient d'abord focalisés, polarisés au nord du pays, qui est resté l'environnement, qui a quand même préservé pas mal de choses à cause de la faible densité, le fait qu'on soit beaucoup plus éloigné de la côte et que la colonisation est rentrée par la côte, donc le développement est rentré par la côte. Ça a eu beaucoup d'emprise sur l'environnement et on a perdu beaucoup de choses en matière de réserve de biodiversité, de réserve touristique. Donc, et pour ça, et
quand je vois que les incursions djihadistes sont plutôt à ce niveau, moi déjà en tant qu'environnementaliste et spécialiste en mobilisation citoyenne aussi et valorisation du vivant, ça m'inquiète. Bon, les chiffres avancés et la manière dont les informations ont été traitées ne m'ont pas convaincu. Ça, c'est du point de vue personnel, parce que, bon, c'est général en Afrique, hein, il y a des questions qui semblent ne pas trop prendre d'ampleur, surtout au niveau politique. Les gens n'en parlent pas trop et on n'est pas trop informé. J'ai remarqué que la majeure partie des informations viennent des presses étrangères. Et RFI, c'est pas, des presses étrangères. Moi, ça m'a un peu choqué parce que nous sommes quand même suffisamment mûrs en matière de communication pour couvrir un peu un certain nombre d'événements critiques. Donc, le nombre de morts aussi, je pense que c'est vraiment élevé et ce n'est pas la première fois. Déjà en décembre, il y a eu pas mal de choses. Et je suis un peu étonné que des mesures ne soient pas prises très tôt pour voir comment quadriller la zone. Et encore des Rangers qui sont tombés dans ce coup-là, des mines qui ont explosé. Et comment ça s'est fait que les gens ont eu le temps de déposer des mines jusqu'à embrouiller la cartographie des mines. Et ça m'a paru un peu bizarre quand même. Ce n'est pas des zones très, très isolées, hein. Des zones qui sont normalement bien visitées. Il semble qu'il y a même la possibilité de naviguer, de faire la navigation aérienne dans le parc national. Donc, tout ça là me reste un peu flou pour moi. Et je pense que les autorités vont essayer de dénouer la situation. Et j'ai peur aussi que les autorités ne prennent pas vraiment à cœur la situation parce qu'on a tendance à ne voir que le sud du pays, puisque le sud du pays est devenu vraiment le point d'ancrage de toute la nation. Toute la représentation du pays est au sud. Donc, j'aurais souhaité quand même qu'il y ait plus de regard à tous les niveaux. D'abord, est-ce que ce n'est pas plus simple et original pour nous? C'est des suggestions que je vais faire. Nous sommes un pays très vaudon, très mystique, et magico-mystique, tout ça là. Est-ce que ce n'est pas bien de réunir ces chasseurs, ces thérapeutes, ces vaudounos qu'on a pour revoir un peu les gardiens ancestraux et les trucs qui étaient utilisés pour détecter pas mal de choses et voir comment ces gens-là peuvent accompagner le gouvernement dans une lutte pareille. Parce que nous avons quand même des choses. Moi, je ne suis pas praticien, je ne suis pas vaudou, je n'ai pas été initié, mais je sais qu'il y a des choses. Donc, à part ça, et si vraiment l'État peut restaurer la sécurité au niveau de cette zone-là qui est comme une no-man's land. Quelqu'un expliquait la fois dernière qu'à partir de Porga, effectivement, c'est quand vous vous approchez de Fada Ngourouma que vous commencez par revoir la vie. On a l'impression qu'on est en train de traverser une zone qui n'a pas de direction, quoi. Il n'y a pas de gouvernance. C'est no-man's land, comme les gens le disent. Et pourquoi délaisser une zone pareille? Donc, encore en plus, avec l'avènement du régime actuel, il paraît qu'il y a eu beaucoup de fermetures parce qu'on a d'abord supprimé, on n'a pas supprimé, ils ont fusionné la gendarmerie et la police. Ça a un peu changé leur configuration territoriale. Il va falloir voir comment réadapter tout ça là pour que la présence physique permette de voir comment anticiper sur ces genres de choses. Parce que quand les forces de l'ordre sont présentes, ils sont présentes vraiment quelque part, je crois qu'il y a moins de ces genres d'actions un peu lugubres auxquelles on peut assister. Donc voilà ce que je peux dire. Moi, je ne suis pas encore satisfait. Je ne suis pas sûr que nous sommes vraiment en sécurité parce qu'il n'y a pas des mesures sûres qui ont été prises. Il n'y a pas vraiment des mesures fortes que j'ai vues que le gouvernement a prises. Et ces derniers temps-ci, la fièvre des objets d'art, tout ça, c'est peut-être ça qui tenait à cœur au gouvernement. Je pense qu'après cet événement festif, on va pouvoir résoudre de façon claire la problématique du djihadisme. Mais aussi, il ne faut pas que notre État compte sur les forces étrangères. Ça va amener beaucoup de polémiques. Et moi, je pense qu'on a les moyens, les capacités de contrer le djihadisme. Les gens sont très, très puissants au Bénin en matière de sorcellerie, tout ça. Il faut que l'État arrive à démystifier un peu les choses
et sortir ces gens-là de leur couvent, quoi, pour faire un travail qui contribue, qui participe effectivement à l'unité nationale. Il faut sortir, au fait, nos histoires d'ancêtres-là de leur couvent et ramener ça dans l'espace public pour que ça nous serve. On ne va pas toujours ranger ça dans le noir. Ça ne va pas toujours servir à envoyer des balles perdues, tchakatou et consorts pour nuire. Il faut qu'on arrive à polir un peu nos choses si c'est vraiment nos ressources et nos patrimoines. Donc, moi, je pense que des choses peuvent être faites. Et le gouvernement qui est là peut faire des choses. Parce que c'est un régime qui ose beaucoup de choses que les autres régimes n'ont pas eu à faire. Du coup, je prends acte je prends acte de tout ce qui est fait, mais je ne serai pas du tout heureux que ce soit la France qui vienne combattre le djihadisme pour les Béninois. Vous voyez, ça va être à 6000 km, ils sont à 6000 km, un pays souverain comme notre pays, qui viennent combattre le djihadisme, ce n'est pas vraiment intéressant, ça ne révèle pas le Bénin. On peut révéler le Bénin par les objets d'art ancestraux qui ont été conservés en France et rapatriés. On peut aussi révéler le Bénin par une forme de lutte contre le djihadisme qui intègre les pratiques endogènes. Donc, c'est un peu, je suis peut-être dans l'utopie, mais voilà comment je vois les choses pour contribuer aussi quelque part au développement du monde, parce qu'il ne faut pas que le monde nous vienne toujours en appui pour nous développer. Voilà, donc c'est ce que moi je peux dire et pour accompagner un peu les actions qui sont sur place. OK, merci beaucoup. Donc, fermons cette parenthèse des questions d'actualité et revenons au sujet du jour. Donc, je le disais un peu dans l'introduction, on évoque souvent l'agriculture comme le socle du développement de l'Afrique. Pourtant, c'est l'un des secteurs les plus sinistrés en Afrique, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui encore, l'Afrique importe pour des milliards de denrées alimentaires, malgré les atouts qu'on a sur le continent. Quel est votre diagnostic par rapport à cet état de choses? Merci beaucoup, Monsieur Jules Jossou. Et c'est même une question centrale. Je crois que tout le Bénin, toute la problématique du Bénin, c'est ça que vous venez de poser. Voilà, donc, bon, selon moi, j'ai fait un parcours d'agronome comme vous et je vais pouvoir aborder la question du point de vue de ce que j'ai vécu, pas ce que j'ai entendu. Donc là, je dis déjà que le problème que j'ai constaté, après avoir fait un parcours d'agronome au Bénin, je suis ingénieur agronome béninois, et le constat que j'ai fait est qu'il y a une cacophonie très sérieuse sur la question de l'agriculture. Et moi, je suis venu en agronomie pensant, j'avais un tuteur qui était déjà agronome, M. Lawani Moukaram, pas Moukaram, Lawani Tchakirou, à qui je fais honneur. Devant chez lui, il y avait un badamier qu'on appelle le faux colatier qui donnait les colas, quoi, que c'est le terminal à Katapa. Et chaque fois que je voyais ça, c'est vrai qu'on mangeait dans l'enfance. Et j'ai vu ça quand j'étais en terminale. J'ai dit, mais ce truc-là, ça pourrait bien faire du vin, non? Et c'est des questions comme ça qui m'ont poussé, moi, à venir en agronomie. Mais je peux vous dire que les 6 à 7 ans que j'ai passé dans le sillage, je n'ai pas eu un seul élément qui m'a permis d'aborder ce qui m'a amené en agronomie. Là n'est pas la question principale. C'est pour vous dire qu'en réalité, le système agricole au Bénin est traditionnel, c'est un système qui est connu, qui est là, qui a son mode de fonctionnement, son mécanisme, avant même que le système de formation ne vienne. C'est un système traditionnel qui est bien conçu pour ça. Il y a un chef de terre, il y a un chef spirituel dans le terroir, il y a un roi qui n'a rien à foutre avec les histoires du chef de terre, distribution de terre et consorts. Mais ils font un conseil, généralement. C'est ce que j'ai appris de mes stages en agronomie. Parce que chaque année, on fait du stage. On fait en première année la découverte du milieu rural. J'ai entendu beaucoup de choses. J'ai parcouru beaucoup de terroirs au Bénin. J'ai remarqué que le système est encore tel. C'est-à-dire, on est dans un système où le paysan est normalement, c'est la paysannerie. Ils ne sont pas dans l'agriculture capitaliste. Ils ne sont pas dans la production. Dans la production pour avoir des excédents, tout ça, pour aller vendre. Ils sont dans un système agricole de subsistance. Et là, ils font les enfants en conséquence, avec les problèmes de leur époque.
Le problème de, on doit donner un peu pour la sorcellerie, ça va prendre la maladie, tout ça. Ils font les enfants en conséquence. Donc, tous ces enfants sont en même temps la main-d'œuvre familiale qui contribue à l'agriculture. La structure est restée telle. La terre a tout le système agraire même est basé sur un capital qui est un peu particulier. Le capital terre qui n'est pas toujours la terre comme on le définit, comme l'a défini dans les livres. Au Bénin, la terre, la définition qu'on donne à la terre n'est pas la même que la conception que les agriculteurs, pas les agriculteurs, les paysans ou bien les traditionalistes ont de la terre. La terre est d'abord un vaudou, hein, c'est magico, et comment on appelle, il y a la magie dedans, tout ça, vaudou, sapataï, tout ça. Donc, ces réalités-là sont encore claires et c'est là. Voilà maintenant qu'il y a un système qu'on a adopté, qui peut être, qu'on peut dire, système moderne, qui a commencé par former des agronomes. L'idée, normalement, de base, c'est de former des cadres qui doivent remplacer les paysans. Mais comment ça s'est passé? Le système n'est pas forcément parti dans, et par exemple, comme ça s'est fait dans la colonisation. À la colonisation, les colons allaient dans les villages avec les dindons fata, ils récupéraient les enfants des boconons, des forgerons, des tisserands, et ils les amenaient à l'école. Eux, ils avaient peut-être un problème, la transition de la langue. Trouver des gens locaux ici qui parlent leur langue et qui communiquent avec eux. Et ils trouvaient que leur instruction était supérieure déjà à l'instruction de l'abra par l'arbre qu'ils ont retrouvé en Afrique. Donc, ils ont eu le temps de former ces gens. Donc, l'agriculture n'était vraiment pas le problème. C'était eux pour eux la communication. Nous, on est venu voir un pays qui est indépendant et on a constaté que le système agricole même là, le système qui forme ceux qui vont développer l'agriculture, est vraiment en déphasage avec le système traditionnel. On ne va pas récupérer les enfants des paysans, ceux qui ont des terres. Non. On lance un truc sur un parcours et il faut faire un parcours jusqu'à terminale, au BPC, il faut arriver jusqu'au CEP, des trucs comme ça, pour pouvoir être apte à poursuivre des études, par exemple, en agriculture au Bénin. Et dans ce décalage déjà, et il faut dire que déjà, donc, le parcours, parce qu'il faut que je revienne un peu en arrière. Dans le système traditionnel, qui est tributaire de la pluie, hein, on attend, Dieu donne la pluie. Si Dieu envoie la sécheresse, on prie. Et donc, c'est tributaire des aléas climatiques. C'est un système qui pense qu'il est vraiment en harmonie avec la nature, qui ne veut pas aller plus loin. Entre-temps, il y a eu les cultures de rente qui sont arrivées. On les a intéressés à la culture de rente, mais on n'a pas importé la technologie qu'il faut pour les cultures de rente. Donc, tout ça a créé un petit décalage. Donc, je refais un rebond sur là où j'étais. Il faut dire que dans ce système-là, le bébé même de 3 mois est au champ. Le nourrisson est au champ et est imprégné déjà du champ. Et le jeune, on ne va même pas parler de jeunes de 3 ans, de 4 ans. Ils sont tous au champ puisqu'ils constituent en même temps la main-d'œuvre familiale. Et dans ce schéma, il y a une entité qui naît, qui est plus harmonisée avec l'héritier, le nourrisson, jusqu'à l'âge adulte. La terre ne les rejette pas. Ils sont habitués à la terre. Alors, le système que moi j'ai fait, il faut aller à l'école. Pour aller à l'école, d'abord, le premier principe est qu'il faut abandonner le métier de ses parents. Tu ne peux pas être tisserand ou bien paysan. Tu ne peux pas aller sacler au champ à 3 ans avec ton père et être à l'école. Donc, ça veut dire qu'il y a une rupture avec, déjà, l'école, c'est la rupture avec le système traditionnel, le système d'agriculture de subsistance. Du coup, si déjà dans un système, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça veut dire que vous désapprenez tout ce qui est métier de votre père, de votre mère, le métier de subsistance. On vous désactive au cours du parcours scolaire. Et si on vous dit que pour devenir, par exemple, technicien agricole, il faut que vous ayez le CEP. Donc, vous avez suffisamment appris le désamour de la terre, de l'agriculture.
Et c'est maintenant vous recrute et vous réussissez à peut-être un concours, ou bien vous faites du forcing, vous vous inscrivez et vous commencez par apprendre l'agriculture. C'est ce qu'on a dit. Mais qu'est-ce qu'on apprend? On n'apprend pas le métier de la terre. On n'apprend pas le métier de la cueillette. On n'apprend pas le métier de la culture du saclage. On vous apprend comment on appelle, c'est des paquets technologiques qui sont rangés dans des trucs, des cours, chimie, tout ça. Alors, au bout du rouleau, on vous diplôme, peut-être Glégan, le chef du champ. Et ce déphasage-là constitue le véritable problème de l'agriculture au Bénin. Les gens formés par les systèmes de formation ne sont pas capables d'aller remplacer les paysans. C'est-à-dire le métier de paysannerie est toujours là. Et le système veut exploiter le paysan. Parce que le système même de développement ne veut pas utiliser le producteur. Le producteur est calculateur. Je ne veux pas aller à l'école. M'investir, même si j'étais boursier, aller m'investir, c'est le temps et l'espace qu'on utilise. Je ne peux que calculer. Si je fais le champ de coton, je dois dire forcément à combien moi je peux vendre mon coton pour que ça me soit rentable. Ça n'arrange pas le système. Je parle du système politique et de gouvernance. Ça ne les arrange pas. Du coup, ils ont profité de tout ça. Ils ont maintenu l'autre masse qui devait être remplacée, les paysans, nos parents. Ils les ont maintenus dans leur archaïsme et ils ont commencé par diplômer des gens qui ne peuvent pas les remplacer. Ce gap est resté et ça a créé des nouveaux cadres concepteurs. Voilà, c'est la conception. Rien que la conception. Il n'y a jamais eu ce souci d'aller voir comment exploiter le sol, les écosystèmes pour mieux produire, par exemple, une plante utile pour l'homme, mieux produire des fourrages utiles pour les animaux de façon accessoire et contribuer à une agriculture qui va nourrir d'abord l'humain. On sait qu'on est 12 millions. On connaît au moins la quantité des individus par terroir. Si les terroirs peuvent être confondus à des territoires géographiquement découpés, qu'on va appeler communes, on en a 77. On sait à peu près combien il y a dans chaque commune pour qu'on ait 12 millions d'habitants. Alors, comment est-ce que nous allons arriver à l'autosuffisance? Comment est-ce que nous allons nourrir tous ces gens-là avec tous les cadres qu'on a formés qui ne sont pas productifs, il faut le dire, parce qu'ils ne sont pas tisserands. Ils n'ont pas été formés pour produire, pour cultiver l'arachide. Ils ont été formés pour la conception. Voilà qu'il n'y a pas de lien entre eux et les paysans qui sont rodés et qui se sont auto-formés, auto-induits au champ pour avoir la maîtrise agricole. Donc, dans ça, si les concepteurs au moins étaient arrivés à concevoir un modèle qui crée une sorte de système agraire ou de système agricole qui va au moins réunir tout ce qui est traditionnel et moderne et contribuer au développement, c'est-à-dire contribuer à l'autosuffisance alimentaire, on aurait pu vraiment avancer. Filière par filière. Les zones sont connues, hein? Les zones agroécologiques sont connues, c'est les colons qui ont fait ça depuis leur arrivée. Ils ne sont pas bêtes, dès qu'ils sont quelque part, ils étudient tout. Ils voient là où est forêt, là où il ne faut pas toucher, là où on peut, là où ce n'est pas important, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de l'or en bas, ni du pétrole. Il y a des verses étendues, la terre n'a pas d'importance, donc on peut développer telle culture ici. Aussi l'adaptation écologique. Quelle culture peut pousser ici? C'est comme ça qu'ils ont amené les agrumes dans le zoo. On aurait pu avoir les agrumes partout, mais vous voyez que le développement s'est beaucoup plus fait dans le zoo. Et quand j'apprends que c'est un juif qui était à la base de ça, qui a d'abord parcouru tout le Bénin, qui a amené les spécimens, les greffons pour développer ça dans le zoo, ça veut dire que c'est la terre du zoo qui marche. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Les agrumes tombent et les gens veulent seulement parler dans les groupements villageois des producteurs, veulent seulement parler du coton. Ça fait que les gens ne s'intéressent pas aux agrumes. Voilà que les plantations sont déjà là. Du coup, dans cette décadence de conception, on a d'un côté polarisé des cadres qui n'ont pratiquement pas de relation avec la réalité du terrain. Parce que la terre, d'abord, quand tu n'es pas héritier, tu as des problèmes. Tu vas penser l'acheter, mais tu ne sais pas quelles sont les pratiques endogènes qu'on a eues sur cette terre. Tu n'as pas l'historique de la terre. Tout ça induit la productivité. Donc, le fait de vouloir faire du forcing même pour acquérir 27 hectares n'est pas toujours sécurisant. Tu peux rester là et les propres paysans qui sont les terriens
vont te créer des problèmes invisibles. Et nous sommes à cette étape d'agriculture au Bénin qui n'a pas été du tout réglée. La sécurisation de la terre, la conception qu'on a de la terre, quel type de modèle on peut développer pour permettre à cette agriculture-là de nourrir l'humain, l'humain qui devient de moins en moins productif, l'humain qui devient cadre, qui devient un homme plus sédentarisé que par le passé. On n'a pas développé un système pour ça, on a laissé les choses en l'état et on s'est menti tout le temps. On s'est menti en évoluant. Le paysan même a vu que les premiers enfants qui leur ont été arrachés sont devenus des cadres très pimpants, qui ont même eu des bourses qui étaient en Europe, qui sont devenus des Akowi. Donc, des êtres parfaits qui sont dans le corpus du blanc, qui était vraiment intéressant. Le blanc est joli à voir. Du coup, avec sa manière de parler qui est étrange, du coup, ils ont préféré même que leurs enfants aillent devenir des cadres que de développer l'agriculture. Le Peul, quand il laisse son enfant partir à l'école, il sait que c'est une perte. Le retour en investissement, il sait très bien que c'est quand il aura une 4x4, quand il aura percé, trouvé un poste au gouvernement, qu'eux, ils vont eu le retour. Ils n'attendent pas un retour sur le capital. Ce n'est pas pour améliorer la qualité des vaches. Ce n'est pas pour améliorer la traite du lait. Ils n'envoient pas leurs enfants à l'école pour améliorer le wagashi. Hein. C'est pour qu'ils deviennent cadres. Ils savent que c'est perdu, mais l'argent va rentrer. Et comment on va appeler, le prestige va revenir à la maison. Donc, on a évolué dans ce faux système jusqu'à aujourd'hui. Du coup, les agronomes sont même devenus des gens au chômage. Alors qu'en réalité, dans ce diagnostic-là, qui est simple, vous allez remarquer, par exemple, que les colons, quand ils étaient à la commande, ils ont installé pas mal de fermes. Moi, j'en connais 4, dont le plus grand est la ferme de l'Opara. 33 000 hectares. Vous avez remarqué que le départ du blanc a coïncidé en même temps avec la transformation de ces fermes-là en des petits bureaux de brousse. Ça n'a plus évolué. On a Kwenou, on a la ferme de Bété-Coucou, la ferme de, comment on appelle, à Bomé, là, à Gauvain, à Conly, il y a encore une ferme là. Les 4 sont restés un peu dans une structure de recherche, je sais pas, il y a un peu trop de concepts autour. Et des unités, quoi, des unités qui tiennent debout et des bouts de choses agricoles. Or, en réalité, ces fermes étaient installées. Le blanc a compris qu'il ne pouvait pas maîtriser le système traditionnel et que ce n'est pas productif. Ça ne répond pas à l'évolution. C'est pour la subsistance familiale. Donc, il a pris soin d'installer ces fermes-là dans des centres, à côté de certaines villes qui ont une vocation cosmopolite. Parakou, par exemple, on sait que c'est une ville de transit vers le Ouagadougou, en passant par la Takora, vers le Niger, en passant par Kandi et consorts. Et le Nigeria à côté est environ à 25 km ou plus. Donc, vous voyez, ils ont mis la ferme là. Ils ne sont pas bêtes. C'est parce que la vision, peut-être, pour le colon, c'est que Parakou va être quelque chose, un gros bazar. Très bien, il y a une histoire, il y a un royaume, il y a tout ça à Parakou. Donc, c'est de toute façon, traditionnellement, un QG. Même chose à Gonli, c'est pour Samiondi, la ferme de Samiondi. Vous voyez qu'à Boyko, il y a un grand plateau de rencontre, une zone de transit. Nous aussi, vous voyez sur la route de Lokossa là-bas, c'est à cheval, à mi-cheval, entre Lokossa qui est devenu un centre important, un centre urbain, et le gros lot de là-bas là, qui va vers Cotonou, et qui n'est pas loin non plus du Togo et de Lomé. Ainsi de suite. Dassa, vous voyez, c'est toute une plateforme qui est mise là, et à hauteur du gros marché du Nigeria, là, et au Lorrain, ou bien je ne sais pas comment ils appellent, et Dassa, qui est un grand centre, une plateforme de rencontre, plateforme agricole, mais je vais dire, qui ramène tout de Djougou, tout de Savalou, et qui mise sur Boycon. Donc, vous voyez, les fermes ont été placées de façon stratégique. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? On n'en a rien fait, tout simplement parce que on a un système agricole qui ne pense pas à l'agriculture de développement, qui veut s'adosser à l'exploitation des pauvres, à l'exploitation de l'agriculture et qui est tributaire des aléas climatiques. On se ment, quoi. On sait très bien qu'on ne va pas mettre un système d'irrigation, mais on va doser les coûts d'irrigation, on va bombarder les gens des formules de rampe, tout ça là, d'arrosage, de débit maximum de pointe. On va bouleverser le système de pensée des jeunes
alors qu'on sait très bien qu'on ne veut pas le faire. Puisque les fermes étaient là, expérimentales, et on ne les expérimente pas. Nous avons eu la chance même sur les campus qui forment des agronomes, même le lycée agricole Mehdi de Sékou, il y en a d'autres aussi, hein, INA, le lycée agricole INA, niveau par niveau, niveau BPC, LAMS, niveau CEP là-bas, on a eu tout ça. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas une corrélation entre ces sites-là de formation et la production pour régler un problème. Même leur alimentation sur le campus, si je prends la faculté des sciences agronomiques, ils connaissent le nombre d'étudiants assis chaque année. Et la première problématique que l'agriculture règle, c'est faire manger les gens. Parmi les 5 besoins, c'est au moins que les gens mangent à leur faim. Mais est-ce que vous avez remarqué que quand on vient à l'agronomie et le resto n'est même pas ouvert, parfois c'est 3 mois après et personne ne dit rien. Alors qu'il faut bien faire manger l'étudiant pour pouvoir lui soustraire des informations et le faire capter des choses. Il faut régler ce problème-là. Puis il n'est pas avec ses parents. Même chose pour l'âme, c'est consorts. Je ne sais pas si le système de resto fonctionne là-bas. Mais même si ça fonctionne, est-ce qu'ils produisent conséquemment pour se nourrir? Ben, c'est pas là, c'est ce paradigme-là qu'il faut régler pour permettre aux gens de comprendre les défis qu'il y a au niveau de l'agriculture. Si vous n'êtes pas capable de vous nourrir avec votre science, que vous distribuez, diffusez à longueur de journée jusqu'à 9 mois dans l'année, alors là, si cette science ne vous permet pas de vous nourrir, ça veut dire que vous mentez, ça veut dire que vous êtes en train de mentir à la nation. Parce qu'en réalité, vous formez des gens qui vont aller développer la politique de production nationale, la politique de l'autosuffisance nationale. Oui, sur cette question de formation, est-ce qu'il fallait former les fils des producteurs ou bien les fils des peuls pour pouvoir améliorer ou bien améliorer le système de production? Bon, si on voudrait bien faire, c'est ceux-là qu'on devait piquer pour aller former d'abord, pour pouvoir mettre la base et il ne faut pas les priver de leur campel. Quand vous les privez de leur campel, vous les mettez dans un processus de désapprentissage. Ils vont être élagués. Ils ne vont pas retourner là-bas. Donc, il faut les maintenir dans ce système et apporter juste la technologie. Moi, je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Si on était dans un schéma normal, on ne va pas quand même... Vous allez remarquer que quand on a formé des forestiers qui n'ont rien à faire avec la foresterie, ils n'ont même pas de forêt dans leur village. Il y a des gens qui sont même nés à Cotonou comme moi. Quand vous les formez comme forestiers, alors là, vous n'avez pas remarqué que la direction des forêts à Cotonou, c'est un peu ridicule. Alors qu'en réalité, il y a des enfants qui vivent à côté des forêts, qui vivent à côté des forêts et qui ont grandi dans des forêts. Si on avait eu 2, 3 parmi eux qui ne vont jamais faire une école de foresterie, qu'on avait motivé pour la foresterie, on aurait pu développer un certain nombre de thématiques et d'évolutions qui va permettre à ce que la forêt, c'est-à-dire la philosophie du développement forestier va plus avancer que ce qu'on a fait là. On a eu des gens qui ont monté des projets de 4x4 avec la Banque mondiale, tout ça. Maintenant, ce n'est pas grave. Si on n'a pas l'idée d'aller prendre les héritiers, moi je parlais surtout d'eux, parce que Campbell, je ne suis pas sûr qu'un étudiant formé en agronomie va aller installer un Campbell avec les connaissances qu'on reçoit là, on ne peut pas. Alors que pour aller, par exemple, installer 100 hectares, c'est difficile. D'abord, la terre, il faut être héritier. Si tu n'es pas du chef du village ou bien un fils bien aimé du village, qui va te libérer 100 hectares pour que toi, tu produises? Aujourd'hui, il faut qu'on remarque les chiffres. Hein. Et quand on prend l'exemple qu'on le prend le plus, c'est la France. Ils ont eu un boom commun. C'est vrai qu'ils ont profité de l'esclavage. Mais ils ont profité de la fin de la Première Guerre mondiale. C'est là où ils ont eu problème de famine, ils ont lancé. Et quand ils ont lancé l'agriculture avec la mécanisation, ils en sont arrivés en même temps à un problème encore de guerre froide. Et ça les a amenés à mieux réfléchir. Quand ils ont faim, ils n'empêchent pas la recherche. Ils évoluent, ils n'empêchent pas la technologie, l'innovation. Et ils ont évolué. Aujourd'hui, ils sont à combien? Vous voyez, ils sont à peine à 300 000 paysans en France sur 67 millions d'habitants. Et ça décroît. La population croît et le nombre de producteurs décroît. Et ça nourrit encore un excédentaire.
Ils produisent plus de blé qu'il n'en faut jusqu'à ce qu'ils exportent. Ils produisent plus de fraises. Et tout ça là est contenu, est connu. Le chiffre est connu, le nombre est connu. Aujourd'hui, avec le système qu'on avait, et vous avez remarqué que les gens n'arrivent même pas à déclarer le nombre d'enfants qu'ils ont. Parce que c'est intime pour eux. On ne peut même pas savoir le nombre d'actifs agricoles qu'il y a. Alors que si on avait confié ce métier-là à des descendants de paysans, on sait que ce n'est pas le fils d'un chasseur. Les fils de chasseurs devaient être des fils qui devaient travailler pour aller travailler dans les parcs nationaux. C'est ça. Maintenant, le fils de paysan, il faut les premiers, quoi. Il faut les amener à devenir des agronomes et leur donner les paquets technologiques qu'il faut pour mettre en place un système qui puisse aider à remplacer vraiment leurs parents. Donc, moi, c'est ce que je vois passer jusqu'à aujourd'hui. La position agricole est entretenue par des gens qui ne sont pas dans le système. Ils ne sont pas salariés, ils n'ont pas de subvention, ils ne leur donnent même pas une subvention de matériel agricole et qui ne sont nulle part. C'est les gens qui ont accepté de se sacrifier pour rester dans l'archaïsme et produire. Et nous, on vient ramasser. Les intermédiaires rentrent dedans. Vous voyez, ils n'ont pas produit, ils n'investissent pas dans la production. Ils prennent une bâchée, ils vont ramasser et c'est eux qui font le prix. C'est eux, le gouvernement même est comme ça. On a eu des gouvernements tout le temps, des régimes depuis 1960, ils n'ont jamais développé un champ de coton. Mais ils veulent exploiter les paysans. Alors que c'est le gouvernement même qui doit installer déjà ces cadres qu'il a formés pour produire le coton. On va comparer si on peut donner le prix qu'il donne au coton là. On va comparer si la tomate là, c'est comme ça, on peut vendre ça. Ainsi de suite. Donc, vous voyez, on a joué à un jeu de mensonges entre nous. On se trompe, on trompe la terre, on trompe les paysans même ont commencé par nous tromper. Ainsi de suite, on est resté là, nous tromper, on ne veut pas bouger. On attend maintenant que les projets viennent et on est dans la décadence. Donc, moi, c'est ce que je propose. Du moins, on pouvait aussi faire comme ça a été fait. Mais si, tel que ça a été fait, si au moins là où on forme, on a les champs qu'il faut pour nourrir au moins les gens qui sont assis pour se faire former, l'agriculture aurait contribué, le système de formation aurait contribué de façon claire au développement de l'agriculture. Donc, si on voit un peu le système en tel qu'il est, on peut dire que les premières générations d'ingénieurs agronomes formés ont été formés par les Blancs. Peut-être le lien n'a pas été fait. Mais pourquoi les premières générations n'ont pas su faire le lien entre le système paysan et le paquet technologique qu'ils souhaitaient mettre en place? Bon, je ne saurais, et honnêtement, tout décrit à leur place, parce que je ne les connais pas. Ce n'est pas de parents agronomes, malheureusement, mais je les ai écoutés. J'ai écouté plusieurs d'entre eux. Et beaucoup aussi m'ont fait court. Et quand je vois leur conception de la chose, j'ai vu qu'ils ont été pris au piège par le plaisir de la découverte de la science. Et la science est mystique, ça vous piège. Et le piège aussi de la langue étrangère. Ils sont allés droit dans le quartier latin. Ils sont allés droit dans la conception vraiment, les cadres. Ils ont été formés purement pour remplir les administrations comment on appelle, du cadre. Ce n'était pas le cadre au départ. Les administrations qui s'occupent de l'agriculture tropicale, les trucs comme ça. Ils ont été formés pour ça, pour faire les politiques et théoriques agricoles et consorts. Du coup, moi, je pense que de 1960, et tout au moins jusqu'en 1972, il y a eu cette faille. Mais de 1972, il y a eu un semblant de correction avant que nous ne naissions. Et ils ont créé l'école nouvelle, les jardins, tout ça. Mais ils n'ont pas formalisé. Ils n'ont pas été sincères. Ils sont toujours restés dans les slogans. Ils n'ont pas formalisé. S'ils avaient formalisé, moi, j'aurais découvert un champ quand je suis venu à l'école. Et puisque moi, quand j'étais venu, maintenant, j'étais devenu étudiant par la grâce, j'ai réussi le bac. Je n'étais pas destiné à avoir le bac. Vu mon parcours, j'ai vraiment fait un parcours titubant. Ce n'est pas un miracle que j'ai eu le bac. Je me suis retrouvé sur le campus. Moi, je n'allais même pas sortir agronome. J'allais devenir paysan parce que tellement j'aimais produire pour régler le problème de la faim que c'est l'école qui m'a empêché de faire ça. Moi, c'est l'école qui m'a élagué, qui m'a interdit d'aller à la production. Ils vont dire que c'est un choix, que j'ai le choix d'aller ou bien de ne pas aller. Moi, je n'ai pas le choix. Moi, je suis venu pour faire tout le parcours, pour qu'on ne me mente pas que c'est parce que je n'ai pas fait l'agronomie que je dis ça.
Maintenant, j'ai fait agronomie et j'ai fait le constat. Donc, et moi, je pense qu'avec cette différentes générations qu'on a eues, si on était sincère envers nous-mêmes et qu'on ne jouait pas trop sur la fibre de l'hypocrisie, on allait changer beaucoup de choses. Parce que le pays n'est pas grand. Hein. Le pays est peu, on connaît les zones agricoles, agroécologiques, on connaît, et chaque zone a ses spéculations au Bénin. On connaît hein, chaque zone, on sait là où on produit de l'arachide, on sait que dans l'Ouémé, vous pouvez produire n'importe comment et du niébé, vous ne pouvez jamais dépasser la position de l'Ouémé. Mais est-ce qu'il y a une serre à niébé dans l'Ouémé? Est-ce qu'il y a une politique réelle est-ce qu'on a même un petit musée de niébé dans l'Ouémé qui raconte l'histoire du niébé? Vous voyez, ça, c'est les cadres. Porte-Novo a eu les meilleurs cadres en agronomie. Et les grands centres, Niawili et consorts étaient à Porte-Novo, puisque l'administration était à Porte-Novo. Et la gouvernance était à Porte-Novo, avant que les autres régimes ne viennent tout déposséder de Porte-Novo et ramener à Cotonou pour suivre les derniers colons. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose sur laquelle un agronome élève ou bien un agriculteur en formation peut aller s'appesantir, comme son gars a fait, et commencer par réfléchir sur le développement agricole? Non. Ouais, ils sont restés dans l'amendement, comment amender, comment calculer les NPK et comment faire les fiches techniques. Ouais, donc, c'est au fait d'accorder vraiment Grégan qu'on a formé pour regarder les paysans travailler comme des ouvriers, comme des métayers. Malheureusement, les paysans étaient propriétaires de leurs terres. Ce n'étaient pas des terres qui étaient des terres privées d'État, quoi. Que l'État privatisait pour l'État, quoi, pour travailler. L'État n'a pas voulu prendre de risques. L'État n'a pas voulu aller dans ce jeu de pénibilité. L'État dit que l'État pense que c'est mieux que les pauvres là, qui ne calculent pas l'argent, produisent et que les gens aillent ramasser. Donc, c'est comme ça que moi j'ai vu le système. On n'a pas été sincère envers nous-mêmes. On ne s'aime pas au fait. On est très hypocrite. C'est pour ça que je viens très rapidement sur des questions culturelles. On ne s'aime pas. On a peur du progrès. On se dit, c'est traditionnel, laisse ça comme ça. Puisqu'on dit, oui, il ne faut pas, et la pluie va tomber, ou bien il ne faut pas arroser le niébé, il ne faut pas arroser l'arachide. Les parents disaient pas mal de choses que les gens auraient pu étudier. L'appel de pluie, les faiseurs de pluie, tout ça, que les gens auraient pu étudier. Mais chacun est resté sur ses gardes, chacun est resté un peu dans le mysticisme autour de toutes ces thématiques-là qui auraient pu nous aider à développer l'agriculture. Moi, j'ai essayé plein de protocoles quand j'étais sur le banc. Ils m'ont cloué le bec, mes encadreurs m'ont cloué le bec. Ils m'ont dit, il faut finir d'abord. Tu es trop pressé. Il faut avoir le diplôme d'abord. J'ai dit, mais si j'ai le diplôme que je suis au chômage, je fais quoi? Alors que j'ai tout le temps pour faire des choses maintenant. Quand vous m'enseignez les passe-pieds, les planches au tableau, pourquoi ne pas aller directement faire au moins une planche de 10 mètres carrés et régler le problème? Là, je fixe ça directement à partir ce que c'est qu'un passe-pied, que de me faire un schéma. Et c'est fini. J'ai cherché des problèmes. C'est comme si j'ai manqué, j'ai fait un manquement à mon encadreur. Est-ce que ça, quand les gens sont comme ça, c'est normal? Et quand la majorité est comme ça devient un problème. Ça veut dire qu'on ne peut pas caresser le progrès. On ne peut pas, c'est-à-dire c'est devenu des cours effectivement magistraux. Pas de questions et pas de curiosité. Vous m'écoutez et vous me répétez, vous me récitez et vous me collez ce que je vous ai dit. Point. Après, si vous trouvez que c'est faux, attendez à obtenir votre diplôme et défendez-vous. Quand c'est comme ça, on ne peut pas développer l'agriculture. On ne peut même pas aller nouer des trucs là avec les paysans et nouer de bons partenariats pour fonder quelque chose de merveilleux. Imaginez par exemple sur les plans d'eau. Les gens savent très bien, ça touche un peu l'agriculture. Très bien que le Akadia, par exemple, et c'est ça qui permet d'avoir les poissons qu'on a là, qui sont doux. Les poissons, quand vous voyez un poisson élevé, mais vous savez, ça n'a pas la douceur du poisson et tout ça a une odeur qui repue à cause de la provence. Ça veut dire que c'est les microbes et les phytoplanctons que les Akadia produisent là, qui font du bon poisson. Malheureusement, les gens n'ont pas eu cette chance d'aller à l'école et de paramétrer les choses pour attendre 6 mois, par exemple, pour que le tilapia donne, qu'on ait 2 tilapias pour 1 kilo. Le cadre qui sait, il est dans le bureau. Il ne veut même pas venir intervenir, il attend que peut-être la JICA ou bien la Banque mondiale finance, et lui va aller 2 fois dans l'année sur le terrain pour ne pas dire grand-chose. Il aurait pu aussi voir si le Akadia là, on peut le faire en moderne.
on fait faire des petites cubes d'Akaja. Et parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de réciter, il faut éliminer les Akaja. Moi, je les regarde. Il faut déplacer les gens qui sont sur l'eau là pour aller les mettre sur les TFM pour faire des étangs. Moi, je les regarde. Et ils sont en train de faire ça parce qu'il y a des projets derrière qui vont financer. Mais depuis qu'on parle des Akaja là, combien d'études il y a eu qui nous ont prouvé, qui nous ont donné les intérêts des Akaja et les inconvénients, on ne parle que des inconvénients des Akaja, que ça occupe le lac. Mais à Tau, à l'étang de Tau, à 7, mais c'est des cages d'huîtres qui occupent l'étang partout. Tu ne circules même pas et ça ne pose aucun problème aux gens. Puisque les communautés de Tau vivent de ça, ils vivent de l'ostréoculture, produisent des huîtres. Ça n'a jamais posé de problème aux gens. Mais pourquoi ici, on a cette complexité à rendre les gens heureux? Ils sont dans leur pisciculture de cueillette. On ne peut pas les aider à évoluer vers la pisciculture de rentabilité, de passer à des poissons marchands. On ne veut pas, on lance des trucs dans les bureaux, on est là, on vient casser des trucs traditionnels, on prend plein de lois qui n'ont rien à voir avec la réalité du terrain. Absolument rien à voir avec la réalité du terrain. Donc c'est ça même, cette sincérité-là, qui fait que les gens n'ont pas pu monter quelque chose de fiable. Sinon, si on prend un campeur dans le nord et que deux agronomes veulent, ils vont développer ce campeur-là et en faire un centre productif comme Songhai. Ils ne vont pas être, d'abord, c'est pénible, les moucherons, ça va piquer les oreilles, il faut toute la journée, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'accessibilité de la route. Le maire ne va jamais faire ça parce qu'il n'est pas là pour ça. Il est là pour être maire, il n'est pas là pour développer sa commune. Et ces arrondissements, ou bien comment vous avez parlé, les chefs d'arrondissement, ils ne sont pas là pour ça. C'est la politique qui les a amenés là, et non la conception ni l'agriculture. Donc, l'agronome se retrouve, même celui qui a la volonté, comme moi, il y en a plein, il se retrouve confronté à des réalités du terrain qui ne sont pas les réalités de son amphi. L'amphi, c'est 4 coins du mur. La pluie ne tape pas les gens. Le soleil ne tape pas les gens. Parfois même, c'est climatisé. Et on quitte là pour aller descendre sur le terrain. On est déshumanisé par rapport à la réalité de notre pays. Donc, tout ce parcours-là fait que nous avons des cas extrêmement complexes, extrêmement lourds, qui sont en déphasage complet avec la réalité du terrain. Tout comme moi, je suis complètement en déphasage. Par exemple, enfermé pendant 6 ans, 7 ans, dans des amphis pour me parler de l'agriculture avec des théories aussi énormes, aussi denses, des théories qui dépassent même l'entendement humain. Et on m'a bousillé de tout ça là. Et pour moi, là où ça me fait mal, c'est que c'était payant. Moi, j'ai payé et j'ai bien envie de réclamer qu'on me rembourse les sous. Je sais que ce serait ridicule, mais il faut en arriver là. Parce que moi, je ne pense pas qu'ils m'ont vraiment donné quelque chose qu'il faut pour résoudre le problème du défi agricole au Bénin. Aujourd'hui, maintenant, vous voyez, ils sont dans plein de choses. Ils parlent même de développement des filières. C'est arrivé un peu tard, il y en avait. Hein. Avant, en ACAD, on a vu les colons et la Société nationale des forêts. Ils ont installé des champs à perte de vue pour le KENAF. Le KENAF, c'est ça qui faisait les sacs de jute. Vous voyez, dans les années 60. Nous, on n'était pas nés. On a aujourd'hui les reliques là. Quand tu vas à Parakou, tu vois des rejets de KENAF, tu te dis, mais c'est naturel ou pas? C'est des KENAF importés. Et les gens ont mis ça parce qu'ils sont dans la poche filière. L'anacad, les sacs de jus, ça s'est fabriqué au Bénin. Vous voyez? Donc, on a eu tellement d'acrobaties mal faites qu'à un moment donné, ils nous ont pénalisés, nous. Parce qu'ils ont eu droit à beaucoup de choses intéressantes. Quand moi, je me rappelle qu'à Parakou, on transformait les anacades. Juste après le carrefour là, qui va vers Wansirou là, il y avait une grande usine. J'ai eu même un grand frère qui allait ramasser des acajou grillés pour l'État. Hein, c'est l'État qui avait ça. Et qui s'est fait brûler les pieds un jour. On est resté à l'hôpital tout le temps. Donc, quand moi je me rappelle dans mon enfance, 56 ans, qu'il y avait ces choses, et que j'ai fait un système agronomique, et qu'aujourd'hui on parle des filets anacates, par exemple, comme si c'est du nouveau, ça me fait rire. Tout ça existait. On avait 1000 anacates partout. Toute la zone de Sokagrico, de Semen, là où on occupe aujourd'hui les parcs de véhicules, il y avait la forêt, les forêts bizarres là. Et en face, de l'autre côté des rails, il y en avait, pour trouver au côté gauche, c'était que des plantations d'anacades. Et ils avaient mal fait les calculs. Ils ne devaient pas mettre de l'anacade. Ils ont pensé que quand ils ont dit dans les cultures industrielles, anacade, il faut telle écologie, telle température, telle insolation, ils se sont trompés, ils sont venus mettre ça à la plage.
Or, ce n'était pas son préférendum écologique. Donc, ça n'a pas fonctionné. Sinon, aujourd'hui, à l'époque, sous la Révolution, ils avaient thésaurisé les terres des gens de ces là, les Torikouka et consorts. Ils les ont arraché les terres pour faire des plantations d'État. Ça n'a pas fonctionné. Tout comme en Palmeiras ou pas, à Calavi, à Kassato et consorts. Donc, vous voyez, les cadres qui sont sortis de ces écoles-là, nos aînés-là, ils ont péché. Et ça, là, on ne peut pas dire que c'est le blanc qui les a introduit ça dans la tête. Parce qu'il faut un minimum de bon sens dans la vie. Hein. Lorsque vous avez du bon sens, le blanc peut être mauvais, il vient rentrer dans votre tube. Mais quand vous êtes quand vous avez du mauvais sens et de mauvaise foi, les gens, ils vous suivent. Ils vous caressent dans ce que vous êtes et vous accompagnent parce qu'ils n'ont pas le temps aussi. Ils ont le développement de leur pays à faire. Ils ne se trompent pas. Nous, on se trompe. Moi, je vous dis la vérité. Les Béninois sont des gens qui se trompent. Ils se mentent, ils sont dans l'hypocrisie. Sinon, on n'a pas besoin de grand-chose. On n'a pas besoin aujourd'hui d'appeler les Français pour nous développer l'ANACAD. On n'a pas besoin d'expertise aujourd'hui pour développer des clusters, tout ça. On a toutes les compétences au pays. On a les documents. On a même des Béninois à l'extérieur qui sont très rodés dans ces trucs-là, mais qui ne veulent pas rentrer parce que les conditions ne sont pas bonnes. Donc, pour moi, ces cadres dont on parle, qui n'ont pas pu faire ce lien et construire un système agricole qui va répondre à la fois à la tradition et à l'évolution du monde, au modernisme, ne serait-ce que produit. Et on connaît ce qu'on mange toute l'année. On sait quand on mange l'igname, on sait le nombre de Béninois qu'on a. On sait à peu près le nombre de Béninois qui consomment l'igname. Ces études-là sont possibles. Les Béninois ne sont pas des gens invisibles. On sait les tomates, comment on consomme la tomate. Nous aimons les sauces tomates ici. On sait tout ça. On peut calculer la consommation et c'est de la consommation qu'on va à la production. On ne va pas à la production pour dire on veut consommer. Quand je vois les projets de développer, Pizza, je ne sais pas quoi, Proca, et on ne valide pas la consommation des gens, et on va commencer par développer, c'est des projets fantômes pour rouler des 4x4. C'est bon, hein? C'est très bon. Il faut vivre sa vie, sa carrière, le peu de temps que Dieu t'a donné, et vivre en 4x4 et vivre sa vie. Mais est-ce que c'est ça le défi humain? Le défi humain, c'est de préparer une belle vie pour la postérité. Moi, je ne vois pas ce qu'un Béninois paie en rendant heureux d'autres Béninois. Et on ne peut pas être heureux en se rendant seulement heureux. Non. Donc, du coup, si on ne peut pas évaluer notre consommation à local, et dès qu'on commence à produire quelque chose au Bénin, le Béninois dit non, c'est les sérieux. Et nous, les 12 millions là, qui va nous nourrir? Qui va nous vêtir? Il faut bien qu'on porte des habits qui viennent de notre coton. Quand les gens pensent qu'il faut seulement l'exportation, c'est faux. S'il fallait seulement l'exportation, pourquoi est-ce que les Nigériens, vous voyez que les Nigériens aujourd'hui, ils produisent plein de choses, biscuits, et c'est les Béninois qui consomment en majeure partie. Plein de choses. Vous voyez que c'est bon, que si on produisait, on pourrait gagner de l'argent chez nous. Donc, tout ça là, c'est erroné. Quand on vous parle d'agriculture, de politique globale, macroéconomie, en agronomie, ils ont tendance à vous amener vers eux. Le grand E qu'on calcule avec des formules exportation. Mais ça veut dire quoi? Il faut qu'on se nourrisse, qu'on vive du fruit de nos produits. Et c'est de là que part le déclic. Qu'est-ce que nous consommons sur le campus? On est combien? L'agronome du campus a le défi inaliénable de nourrir tous les étudiants et tous les fonctionnaires du campus. Si on ne peut pas monter un système qui produit sur le campus ou bien autour du campus avec l'association du maire qui met à disposition du campus des terres et qu'on calcule, ce n'est pas des terres à perte de vue. Il faut être rationnel. On va pas dire qu'il faut nous donner 100 hectares. Il faut nous donner 200 hectares. Pourquoi? Parce qu'on est 4000 étudiants et on a besoin de manger telle quantité de niébé. C'est ça. C'est là que le truc a fauté. C'est là que les adultes ont fauté. Et pourtant, ils vont venir dérouler 33 matières, 44 matières pour les mêmes personnes, pour des enfants de pauvres, des enfants qui ne sont même pas sûrs d'avoir un salaire demain. Et voilà le gap. Et ce gap-là, si on ne dénonce pas ça, on va penser que c'est ailleurs notre problème. Notre problème est là. C'est au niveau du système éducatif. Le problème même de l'agriculture est là. Et aussi, imaginez qu'on dit ministère de l'Agriculture. Et il y a un décalage, il y a tellement de cloisonnement dans l'administration. Le ministère de l'Agriculture est à près de 40 000 km de la faculté d'agronomie. La France est même plus proche de la faculté d'agronomie du Bénin que le ministère de l'Agriculture. Ce n'est pas normal. Le ministère de l'Agriculture doit être fondu à la faculté d'agronomie. Le ministère de la Santé doit être fondu quand on forme les médecins. Si ce n'est pas comme ça, c'est un mensonge. Et puis, on n'a pas besoin de copier la France. Voyez, tout de suite, les gens vont dire que c'est en France, en France. Moi, je ne suis pas en France. Moi, je parle du Bénin, avec nos défis. Donc, quand il y a tout ce décalage,
C'est normal que tout le monde soit au chômage. Même ceux qui pensent qu'ils ont un salaire de 4 millions, 6 millions sont au gouvernement, ils sont au chômage. C'est un chômage technique. Ils gagnent seulement de l'argent. Ils ne sont dans aucune dignité. Et aucune dignité, ils n'en ont pas. Parce que la dignité, c'est de se nourrir. Avoir un peuple autosuffisant. Nous produisons, on a des excédents, nous mettons en place maintenant un système d'exploitation. On met en place un système comme les Japonais font. Comment les Japonais peuvent produire du riz et donner aux Béninois? C'est de la folie. C'est de la folie. Les Béninois ont quel problème? On a les nez coupés. Mais c'est même pas normal, c'est criminel. Et ils ont produit, ils ont même des excédents et ils donnent. Mais nous, on doit produire, avoir des excédents et aider les Nigériens. Et ne même pas avoir cette intention d'aller aider les Nigériens. Il faut aider les Nigériens à produire et que chacun soit chez lui. C'est ça la bonne politique. Donc, quand l'agronomie n'a pas monté ça, et passe de temps à diplômer des gens de façon en jet continu sur des promotions et des promotions, et ils veulent dire quoi? On ne peut jamais leur apporter du crédit. Le système n'a pas de crédit. C'est un système mensonger. C'est un faux système. Et ça, là, c'est inhumain. Ce n'est pas possible parce qu'on est vivant et on nous tue vivant. Regardez des gens, on est tous matures, on n'est pas capable de se nourrir sur un campus qui est sur 12 hectares. Et on veut aller diplômer des gens pour aller nourrir une nation qui fait près de 114 000 km². Ce n'est pas du mensonge, ça. C'est là même qu'il faut déjà régler le problème. Si vous n'êtes pas capable de vous nourrir, comment vous arrivez à diplômer les gens pour aller nourrir une nation de 114 000 km²? 12 millions. Vous êtes à peine 10 000 sur le campus, vous n'arrivez pas à résoudre vos problèmes et vous voulez aller diplômer les gens pour aller résoudre le problème de la nation. C'est là le gap. Finalement, tout le monde est obligé de partir à l'extérieur. Dans le contexte agroécologique actuel du Bénin, si on doit, parce que vous avez abordé la question des filières, si on doit dégager 3 filières principales pour le Bénin, vous pensez à quoi? Bon, si je ne veux pas tuer les filières qui sont, moi personnellement, si je dois développer déjà en regardant les filières qui sont là, parce qu'on n'a pas suffisamment de filières. Il y a des filières qui sont là qu'on a abandonnées parce que c'est traditionnel. Mais pour ce qui est là actuellement, ils sont dans l'anacade. C'est bon, moi, ça me va. C'est un arbre fruitier que les colons ont ramené. Ce n'est même pas un arbre de notre système de pensée. C'est déjà là, c'est installé. On peut féliciter le gouvernement pour ça. Mais il faut que la filière regarde le Béninois. On ne peut pas prendre une filière pour l'extérieur. Il faut que déjà les Béninois soient les preneurs, les premiers profiteurs de la filière anacade. Il ne faut pas qu'on produise l'anacade pour que l'anacade coûte plus cher au Bénin qu'aux États-Unis alors que l'anacade vient du Bénin. Non, ce n'est pas normal. Ça là même, c'est déjà le problème qui fait même que la terre étant une entité, le produit venu de la terre étant aussi une entité, tout ça là c'est spirituel. Quand on fait les choses comme ça, l'agriculture même nous délaisse. Elle nous refuse parce qu'elle n'est pas en harmonie avec nous. On se ment. On ne peut pas être une terre, on produit quelque chose, on ne vit pas de la chose et on renvoie ça à l'extérieur. Donc moi, anacade est là, ananas est là et le coton est là. C'est bon, le coton, mais ils l'ont maintenu tout le temps parce que ça rentre dans le PIB du pays. Mais je ne l'appelle pas ça filière. Le coton sera une filière lorsque, pour moi, on aura dans chaque commune qui produit du coton, le musée du coton, où on va nous ramener tous les cotons qui étaient produits là. Même si c'est 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, depuis les années 1800 là, on va tout faire pour les trouver et créer le musée du coton. La tisseranderie, les tisserands là, on va les restaurer. Créer, ceux qui se sont fait beaucoup d'argent dans le coton, ils vont investir. L'État n'a pas besoin de faire ça. Les gens gagnent beaucoup dans le coton au Bénin. Ils vont investir pour construire des tisseranderies traditionnelles. Maintenant, ces tisserands-là vont continuer leur boulot. On va même susciter les gens pour devenir tisserands, pour nous habiller. Maintenant, les côtés et consorts là, ils peuvent faire tous les jeux qu'il faut pour restaurer ça, ce n'est pas grave. On va commencer par envoyer ça à l'extérieur, à l'exportation. Tout au moins, mais quand même, on va produire localement, produire aussi côté pour arrêter la friperie. On ne peut pas accepter la friperie dans les pays comme le Bénin. Donc, c'est à partir de ce moment que je suis sûr et très sûr que la filière coton est née. Anacade, on le fait, on a le bois parce qu'il faut remplacer les anacades. Il faut entretenir les anacadiers. Ils vont les entretenir, les entretiens. On attend toujours que Dieu arrose. On attend toujours que Dieu débroussaille. On attend que le feu vienne pour débroussailler. Ce n'est pas normal. On n'entretient pas un verger comme ça. C'est inhumain. Il faut faire tout ce qu'il faut. Le couronnage et l'égoumandage. Tout ce qu'il faut et aimer le verger.
Les gens qui déposent les vergers et qui partent là, ils ont dit à projet, hein, et que le projet a pensé à tout ça. Les Béninois sont toujours comme ça. On a pensé à tout ça. Mais quand tu vas dans l'application, tu ne verras rien de ça. Il faut créer cet amour-là entre les gens qui ont eu la chance d'acheter des vergers. J'en connais qui ont 500 hectares dans la cadre. Ils n'entretiennent pas. Ils envoient les paysans sacler 2 fois par an. Ce n'est pas comme ça qu'on entretient un verger. Et ça donne les pommes là, les faux fruits d'anacarde, c'est quelque chose. Il faut créer des usines, faire les transformations. Bon, je parle beaucoup, hein. Ils vont dire, est-ce que toi-même tu fais? Je n'ai pas de verger d'anacarde. Mais c'est ça. Ceux qui ont les moyens d'acheter 500 hectares, ils peuvent transformer les pommes, même s'ils ne veulent pas vendre, ils n'ont qu'à laisser, on va boire gratuitement. Et les noix maintenant, d'anacarde, il faut que ça soit sur la table des enfants. Il faut que ça soit dans les marchés. Il faut que, même si c'est 4 noix par jour par béninois, ça va être 12 millions, non? Même si c'est 5 millions de béninois qui consomment, ça va être 5 millions par 4 graines. C'est quelque chose. C'est un budget énorme. On n'aura même plus d'anacarde à envoyer à l'extérieur. On va manger nos anacardes pour nous-mêmes, pour se développer. Parce que plus tu manges bien, la communauté qui mange bien, c'est une communauté qui se développe et qui va avoir de bonnes réflexions pour faire le développement de demain. On ne sait pas où la vie nous conduit. On ne sait pas si l'Europe va tomber et que tout le monde va vouloir s'adosser à l'Afrique. Donc, il faut qu'on prépare notre terre à recevoir aussi du monde, à d'abord nous accepter. Et l'ananas, l'ananas aujourd'hui, on a comme l'impression que ce n'est pas l'effort que les gens font là. On a comme l'impression que l'ananas, c'est pour les Français. On veut amener ça, on crée les trucs, les marques, on veut amener ça en Europe. Nous, on n'a pas besoin d'ananas. La Sobebra, là, c'est un totem. L'ananas, là, c'est un totem pour la Sobebra. Les houblons, les trucs qu'ils amènent pour faire les billets, là, c'est bien béninois, ça. Et ils ne peuvent pas utiliser l'ananas pour nous sortir des choses. Donc, voilà un peu des filières qui sont réelles. S'ils ne veulent pas le faire, qu'ils laissent alors les petites entreprises, là, semi-entreprises qui laissent de développer, ils n'ont qu'à les aider pour développer ces filières et les aider à produire des vivres et à transformer ces trucs-là pour compléter la filière, pour que nos bonnes dames, on peut passer à... maintenant, l'ananas, c'est pluriannuel, c'est un peu plus d'1 an. Ouais. On peut évoluer, même raccourcir le cycle. Ça peut arriver. Les gens vont dire c'est utopique. Mais si vous ne prenez pas soin de la chose et vous voulez toujours télécharger des technologies, on va rester sur ces technologies-là. Alors qu'il y a les possibilités de faire avancer les choses. Donc, moi, je pense que ces 3 filières-là sont importantes. La filière du maïs, du sorgho, du fonio, c'est nos filières. C'est les filières céréalières. C'est ça qui fait le tchoukoutou, le sorgho. Hein, le maïs, c'est ça qui fait le tchapalo. On peut bien les développer. Quel paysan ne met pas de yam? Mais pourquoi il n'y a pas de filière ne met pas de maïs? Mais pourquoi il n'y a pas de filière de maïs? C'est pas bon. Le maïs est l'aliment de base qu'on a adopté. C'est vrai qu'on n'a pas le maïs dans notre conception traditionnelle. Mais la tradition l'a adopté. Le maïs est venu de l'Amérique du Sud et ça fait des milliers, pas des milliers d'années, peut-être 500, 400 ans. OK? On l'a adopté. Mais pourquoi ne pas créer une filière? Le sorgho, par exemple, c'est notre céréale à nous. Le fonio, le mil, c'est notre céréale à nous. On n'a rien fait autour de ça. Il n'y a pas de filière. On doit avoir leur vitrine, leur conservatoire et leur production chaque année. On doit chouchouter ces filières-là. Qu'on veuille ou pas, qu'on aime le coton, tout ce qui est rente, culture de rente qu'on a amené là. Ananas, coton, anacarde, ce n'est pas pour nous. Nos filières, c'est maïs, igname, sorgho. Ça, c'est de chez nous. Vous allez dedans, vous allez voir des pratiques traditionnelles qui remontent à des millions d'années. Donc, du coup, on doit développer ces filières-là et avoir des vitrines pour ça. On doit avoir tout un musée pour ça. On est là, et c'est les Français qui sont venus faire l'IRD, qui est venu faire le génotypage des céréales qu'on a. Pas le maïs, parce qu'ils ont ça. Ça vient de l'Amérique du Sud. Ils ont fait le génotypage du mil, du sorgho, du fonio. Est-ce que c'est normal? Alors qu'on a des grands généticiens au Bénin, ici, qui nous ont enseigné des formules pas possibles. Moi, j'ai eu 3 professeurs de génétique dans mon parcours. Vous voyez, avec la génétique moléculaire. Pourquoi ils n'ont pas fait ces trucs-là? Et c'est les Français qui m'ont fait découvrir ces gens de données avec des trucs qui n'ont pas renvoyé au Bénin. Ils ont mis le sorgho en serre, le fonio, tout ça en serre à Paris. Vous voyez ce que je vous dis. Donc, c'est ça le problème. Si on peut prendre conscience de nous-mêmes, ce serait très bien. Quand il y a un décalage entre les réalités du terrain et les connaissances théoriques diverses qu'on ramasse dans tous les coins, après les bouquins se pètent dans les bibliothèques, ça fatigue, mais on renvoie ça dans des cartons après et c'est la poubelle. Au lieu d'être dans ces trucs-là, on peut régler les problèmes. On peut régler les problèmes à partir du campus. C'est pour ça que je parle du campus. Le campus, au moins, c'est des endroits où on peut régler les problèmes. Parce que c'est une population. C'est un pays dans une nation. On peut régler les problèmes à partir de là. Et ça va maintenant s'épandre
dans la nation. Ce n'est pas pour rien que je viens chaque fois sur les questions de campus, de cantines scolaires, d'écoles, parce que c'est des circonscriptions qui existent. C'est les enfants qui vivent, c'est les parents qui envoient les enfants. C'est toute une sous-population qui est contrôlable. Donc, c'est voilà ce que moi, je vois comme filière déjà, qui sont en train de faire. C'est les cultures classiques de rente. Hein. Partout dans les pays africains, c'est ça. C'est ananas, et Guinée aussi, ananas, anacarde, coton, Mali, ananas, anacarde, c'est le français, le portugais qui a commencé, le français a continué. Nous ne pouvons pas continuer à vivre de ces, comment les gens appellent ça? Et c'est pas spéculation. Ils appellent ça, ça a un nom là. C'est des cultures de rente et c'est eux qui ont comment on appelle la subtilité. C'est eux les associateurs, ils savent. Ils savent pourquoi les ont amenés. Ils ont gardé en mémoire et dans des bouquins comment on appelle, les subtilités de cette culture. Les cultures dont on a les subtilités sont là. Le sorgho, l'igname, et le blé foutou là, par exemple. Est-ce qu'on a besoin d'aller loin pour se faire du pain? Non, les gens écrivent sur ça fatigués. Bayovi a écrit sur ça quand il était à Songhai, dans les années 84. Vous imaginez? Et personne n'a rien fait sur le blé foutu. Alors que c'est le meilleur qui peut nous faire du bon pain au Bénin. Et c'est la vallée de Lomé qui est le siège de ce truc-là, qui est de chez nous. Une farine sans gluten. Ouais, on est resté là. On est resté là. Hein. Et c'est là le problème. C'est là le problème. On n'est pas nombreux, mais on est au chômage. Et c'est ça le problème. Oui, avant d'aller à la conclusion de cette émission, parce que le temps est passé rapidement, juste peut-être relayer 2 commentaires, quoi. Il y a M. Honoré Abiola, ou Abimbola plutôt, qui dit, ça fait un moment qu'il a mis le commentaire, donc il parle d'un développement durable dans un environnement propre. Et puis, donc, je crois, c'est pour apprécier ce qui a été dit, entre autres. J'ai un autre commentaire ici qui est de M. Abdel Wassi Alao, qui, lui, il pose une question plutôt, il demande, est-ce qu'on peut développer l'agriculture alors que nous avons encore des paysans avec la roue et la hache? OK, vous pouvez répondre si vous voulez à cette question. Merci beaucoup, monsieur Jules, mon doyen, et surtout à monsieur Alao, Ouaïb, c'est ça? Wassi. Je le remercie beaucoup. C'est vrai, on ne peut pas développer, on ne peut pas faire de l'agriculture de rentabilité avec la roue. C'est de l'exploitation. Ça ne se fait pas. C'est d'ailleurs même ce qui explique le gap. Quand les gens ne sont pas... Le fait, ça crée aussi la rupture. Hein, le fait que les agronomes n'arrivent pas à remplacer les paysans. Parce qu'en Europe, c'est ce qui a été fait. Les agriculteurs formés ont commencé à remplacer les paysans. Aujourd'hui, il n'y a plus de paysans en tant que tels. Ils ont à peine 300 000, ils étaient 400 000, sont passés à 300 à peine, et ça va diminuer. Et vous voyez le nombre, quand vous faites le ratio 400 000 pour 67 millions d'habitants, vous voyez, c'est très peu, c'est disons 2 à 3 qui produisent pour peut-être 1000, 2000, 4000 habitants. Ils en sont arrivés là parce qu'ils ont développé la mécanisation. Ils sont passés de l'agriculture de tenue, quoi. Et la roue, la pénibilité, on dirait même que c'est culturel chez nous. On dit et on est ancré dans une culture de retardement. Et on a comme l'impression que la souffrance est une initiation à la vie. Non, pourquoi télécharger la souffrance? Si la personne naturellement, malgré tout, souffre, c'est son karma, c'est sa vie. Mais on ne va pas télécharger la souffrance dans un pays. Ah, la roue, là, est-ce que c'est difficile de remplacer la roue? Ce n'est pas difficile. La roue, on a plein d'innovateurs au Bénin. Mais les gouvernants ne sont pas prêts que le Béninois innove. Moi, j'ai vu plein d'innovations au Bénin. Mais ils ne sont jamais soutenus. Ni par une université, ni par un groupement de villageois producteurs. D'abord, ils ne s'appartiennent pas. Quand ils ont leur argent, vous savez comment ça se passe avec la tradition. On a nos cultures encore là. La nouvelle femme, la nouvelle moto, ainsi de suite. Et acheter une bâchée qui va bouffer toute la communauté. Une vieille bâchée. Puisqu'on ne conçoit pas de bâchée, on ne conçoit pas de moto. Donc, on met l'argent encore dans l'investissement des choses qu'on ne maîtrise pas. Très bien. Maintenant,
Est-ce qu'on peut aller remplacer la roue sans penser à la mécanisation? Il ne faut pas télécharger la mécanisation. Si on télécharge la mécanisation, on va avoir le problème d'éléphant blanc. Si on télécharge la mécanisation et que les autres vont produire, comme les bagages là, on a fait BBCT, on a vu Mabessi. Les Français ont au moins l'amabilité d'installer Mabessi pour monter les BBCT ici. On a quitté là, on est parti directement enfouir tout ça là dans bagages, les motos, c'est ce qui s'est arrivé. Et nous, on n'a jamais pensé monter une moto alors qu'on a des CPU, on a le complexe, c'est devenu EPAC, on a la capacité de changer les noms, mais on n'a pas la capacité de changer le paradigme. Donc, si on ne va pas à la production et qu'on apporte, on a importé des tracteurs, non? 1000 tracteurs, bien, je ne sais pas combien ils ont amené. C'est où les tracteurs? Vous avez vu là où, si je rentre dans ce débat-là, on va dire que c'est politique. Parce qu'on est encore là dedans, quoi. Ça n'a jamais été épluché. Du coup, on a le problème de, si on enlève la roue, on ira à la mécanisation. Mais où est la mécanisation? On va aller commander ça. Et ce n'est pas bon. Donc, il faut qu'on arrive à commencer par prendre la roue et réfléchir avec les génies. Ils sont dans la rue. Malheureusement, l'école a renvoyé les génies. Mais les génies n'ont pas fui. Ils sont dans la rue. Demandez aux génies de commencer par nous aider à quitter la roue. C'est là où les cadres doivent mettre la main dans la main avec les génies de la rue. Les gens qui puent, qui n'ont jamais de sandales correctes, qui sont toujours sales là. C'est eux les génies. Parce qu'eux ne peuvent pas rester à l'école. Eux ne peuvent pas être dans le conformisme. C'est pour ça qu'on les a chassés. Le génie ne supporte pas le conformisme. Nous qui avons étudié là, nous ne sommes pas des génies. C'est pour ça qu'on a accepté rester dans la langue française, même s'il n'y a rien dedans, on veut quand même rester dedans pour pouvoir parler. Mais les génies, il faut qu'on aille. C'est d'où la mobilisation citoyenne. L'intelligence citoyenne, elle est là. Il faut l'activer. C'est comme un interrupteur, il faut l'allumer. Dès qu'on l'allume, vous allez voir des miracles. Le tracteur va tomber. Le tracteur sans pneu, même ça va tomber. Avec un autre système d'enroulement, ça va tomber. On ne veut pas collaborer avec les nôtres. On veut toujours prendre ce qui est tout fait, tâcher l'autre, qui lui permet de régler le point du chômage, qui lui permet de développer son intelligence. On veut construire un petit pont à Cotonou, on appelle les Chinois, on appelle les Français. On ne veut pas dire aux gens, concours, meilleur pont, on choisit. Et les gens vont se débrouiller. On va même leur donner 50 000 de subventions. On ne veut pas faire ça. On ne veut pas activer l'intelligence du Béninois. On fait dormir les Béninois. On dit, ton intelligence ne nous intéresse pas. Reste là et fais les émigrants. Ce n'est pas normal. Donc, je suis d'accord, on ne peut pas faire l'agriculture de développement avec la roue. On peut mettre la roue dans un musée et chaque année, on va fêter la journée de la roue. Et tout le monde prend la roue pour cultiver pendant 2 heures. Dans une journée, on dit la fête de la roue. Mais on ne peut pas faire le développement avec la roue. C'est de l'exploitation. Et ça, là, ça nous tue. Parce que spirituellement, on met les gens au champ, dans la pénibilité, sans subvention. Ils produisent et nous, on vient manger en ville. On est devenus des parasites non reconnaissants. On vient manger en ville et le cycle du karma, c'est-à-dire ce cycle qu'on les fait subir là, fait qu'on n'est pas heureux. À dire aux gens de produire avec la roue là, c'est un péché. Ça, je vous dis la vérité, c'est un péché. On ne peut pas le faire. C'est pour ça que moi, je ne vais plus au champ. Moi, j'ai tenu la roue plusieurs fois et je suis allé pour développer. Mais quand la personne ne veut pas aller vers la mécanisation, moi, je l'abandonne. Moi, je ne suis pas là pour manœuvrer des paysans, pour manœuvrer mes parents, mes proches. Donc, il faut penser. Et pour penser, il n'y a pas un long truc à faire. Banque mondiale, 4-4, aller appeler les Français qui avaient développé le premier tracteur, Massey Ferguson. On n'a pas besoin de ça. On a seulement besoin de l'intelligence citoyenne. Chers Béninois, nous voulons faire des machines qui vont remplacer la roue. Si vous dites ça aux Béninois, de la vallée de l'Ouémé, des gens qui n'ont jamais fait l'agriculture, ils vont vous sortir des modèles. Au nord du Bénin, ils vont vous sortir des modèles. On a 12 millions d'intelligents. Combien de génies il y a dedans, on ne sait pas. Il faut les activer, les allumer. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on passe de la roue à l'achat et éléphant blanc. Ça va devenir fer. On va vendre encore dans fer Gampo. Ça va repartir. Ils vont fondre. Nous faisons encore tracteur. On va acheter. On va dibuger. Le tractoriste sera là. Il n'est pas bien formé. Il n'y a pas d'école pour faire même formation pour diplômer les gens en conduite de tracteur. Vous imaginez dans quel monde on est? On va penser à tout ça.
Quel paysan, peut-être qu'on se fétiche lui a dit, nous ne pouvons pas, mon fétiche a dit, tu n'as jamais conduit toi à terre. Toi, tu le prends comme un GV et tu lui dis qu'il te conduit toi à terre. Il va garder ça. Donc, on ne peut pas faire ça avec ça. Soit on installe des gens, on les met dans les conditions, on leur monte le processus, ils calculent les coûts et comme ça, tout va coûter aussi un peu cher. Ça peut aussi ne pas coûter cher. Si la rentabilité est sur la surface et l'intensification, c'est très bien. Mais ça ne peut pas être avec les paysans. Il faut que l'État trouve des domaines, pas communes, peut-être 200, 100, 20, ça dépend du ratio, et installe des champs qui produisent vraiment, je n'ai pas dit des champs expérimentaux, et recrute les gens qu'il a formés là, pour qu'ils voient si les gens là sont capables d'être vraiment des glégans et des grévis, ainsi de suite. Il les met et ils produisent tout ce que les paysans produisent. Vous allez voir que progressivement, ceux-là vont recruter les paysans comme métier, comme laiterie et emballage, et le métier de paysannerie va disparaître. Vous voyez un peu le modèle. Le modèle, c'est que si on ne veut pas rester dans l'un, si on ne veut pas activer l'intelligence citoyenne, on se tait, on ne fait pas que les Béninois soient un génie, on se tait, ça c'est le système qui ne veut pas, ce n'est pas les Béninois. On se tait, on ferme l'intelligence, on range l'intelligence des Béninois à la poubelle. On prend maintenant les gens qui sont formés, ils sont là, on les recrute. L'État achète dans les 77 communes la superficie qu'il faut, le nombre de spéculations qu'il y a, il installe les filières et dit de développer maintenant et il met les gens à contribution et leur boulot, ce n'est pas être dans 4x4 ni signer des profits techniques. C'est de produire et la rentabilité, on leur met les charges en même temps. Votre production, telle quantité va à tel resto, telle quantité va à tel magasin, telle quantité va dans tel silo. Et les responsables de silos sont là. Et on fait ça, ils peuvent aller acheter les tracteurs dans leur business plan. Et l'État les accompagne. Et comme ça, vous allez voir que c'est ces gens-là qui vont recruter les paysans. C'est mieux que ce qu'ils sont en train de faire là. C'est de la cacophonie. Parce que si la terre n'est pas sécurisée et que tu vas acheter 100 hectares, tu meurs. Est-ce que tu es sûr que ton fils est capable de faire la même chose que toi? Il peut dire que je vais prendre ces gens-là pour faire un terrain de foot. Il peut dire que je vais faire boîte de nuit. Les outils ne sont pas les mêmes. Donc, c'est même pas bien de laisser les privés aller acheter des terres. C'est l'État, c'est le rôle de l'État, c'est la souveraineté. Parce qu'aujourd'hui, si les paysans étaient un peu évolués comme nous, sur le plan, je veux dire, francophone, ils peuvent décider de ne pas produire du maïs cette année. Parce qu'ils ne sont pas subventionnés. Ils sont autonomes. Ils sont responsables de leur vie. Ils sont responsables de leur santé. Ils ne sont dans aucun fichier. Peut-être pendant les élections, on glane quelques-uns. S'ils décident d'abandonner le coton, qui va produire le coton? L'État n'a pas de champ. Ce n'est même pas sécurisant. Si jamais les paysans s'organisent pour arrêter une journée de travail, mais le Bénin est bon. Heureusement, il y a le Nigeria va manger les biscuits. Donc, voilà un peu la situation. Il n'y a que deux modèles. On va chercher des milliers, on n'en aura pas. On fait ça l'un ou l'autre. Voilà ce que je peux apporter à M. Ouassi, du point de mon vue, quoi, de mon point de vue du moins. Ok, on est pratiquement à la fin de l'émission, mais je vais quand même... il a laissé une dernière question. On va terminer l'émission par là. Oui. Oui, la question a rapport quand même à tout ce qu'on a dit, à la production. Il dit, que pensez-vous de la cherté des produits locaux en ce moment? Est-ce qu'on ne gaspille pas l'énergie ou bien est-ce que les énergies ne sont pas gaspillées ailleurs? Oui, vous me permettez de répondre? Oui, vous allez répondre et puis on va conclure par là. Oui. Merci beaucoup à celui qui a posé la question. C'est même d'actualité. Et moi, je prenais, quand j'ai arrivé, je prenais à prix là, à 150, à 100 francs. Et c'était à prix emballé, déjà bouilli, hein, c'est pas à prix séché, hein, c'est bouilli. Il faisait bien emballé. Et c'est passé à 150. Elle m'a dit que ça va passer à 200. Il dit, oui, comment ça? Et ça, c'est la cherté de la vie, c'est la réalité. Mais le problème de la cherté de la vie, c'est lié au manque de plateformes agricoles. Et vous savez qu'au Bénin, il n'y a pas de plateforme qui fait les prix. Malgré que ce soit les paysans eux-mêmes qui organisent la production, ceux qui sont dans le transport logistique n'interviennent jamais dans la production. Ils viennent seulement cueillir ce que les paysans ont cueilli à la nature. Est-ce que vous savez que l'État ne s'est même pas débrouillé pour créer des plateformes où les produits vont venir et les gens vont sécuriser leurs produits là. Et à partir de là, on a les prix. C'est ça qui crée le problème. Chacun fait son prix comme il veut. Un simple, comment on appelle, intermédiaire. Parfois, il y en a 4
qui va vers 38 km de Cotonou et qui va chercher du maïs, ils regardent un peu comment ça évolue sur le marché, ils se connaissent et ils font les prix. Ils font les prix automatiquement par rapport à la facture de la SPE qu'on leur donne, automatiquement par rapport au prix du carburant. Et ils jouent. Vous voyez, l'État même n'existe pas. Et l'État récupère maintenant ses prix. C'est-à-dire que l'État n'a même pas de plateforme de prix. Parce que l'État est conscient qu'il ne s'occupe pas des paysans. En fait, l'État béninois s'occupe à peine, même pas d'1 million quoi, de personnes. Ouais, les paysans sont là, c'est un pays essentiellement agricole, mais il n'y a pas de plateforme. Où on est sûr que les paysans, ici à Data, ils sont producteurs de sorgho, de arachide, de yam, de ceci, plateforme, arachide et yam ensemble. Voilà l'endroit. Tout paysan qui ne passe pas par là a problème. Puisque c'est par là, c'est de là que partiront les véhicules, les intermédiaires, les prix, pour arriver à Dantopa et consorts. C'est de là. Et de cette plateforme aux différents champs. Les gens ne sont pas invisibles. Les gens sont là. On connaît même les propriétaires. On connaît même les superficies, même si ce n'est pas ordonné. On connaît leurs limites. Et on fait les routes par rapport à ça, par rapport aux gros producteurs qui viennent facilement à la plateforme. Ils n'ont pas fait. Ils ont cité, ils ont récité les plateformes au régime, au PH précédent. J'ai pensé qu'ils allaient faire et ils n'ont pas fait. Or, les plateformes existaient, hein, ce n'est pas loin des fermes que je vous ai citées. Quand c'est comme ça, il y aura toujours des prix fantaisistes, des prix élastiques qui vont être bizarres. Et on se dit, mais qui fixe les prix? Il n'y a pas de bourse au Bénin, il n'y a pas de bourse de céréales, il n'y a pas de bourse comment on appelle, de coutume maraîchère. Pourtant, vous voyez que les gens ont des prix, non? On a semé là une bande qui est vraiment énorme. J'ai calculé, c'est près de 2000 hectares à semer. Ils ont développé la coutume maraîchère. Mais pour vendre où? À des individus X, des individus hasardeux. Vous voyez? Ah, il y a des projets, des gros projets qui ont mis des plaques. Ils n'ont pas construit de plateforme pour eux. Et les gens vendent leur carotte sur la bande cyclable. Une bande cyclable qui est fréquentée par des gens qui quittent le Nigeria, des gens qui vont au Nigeria, des gens qui vont au Nigeria, des gens qui vont à Porto-Novo, tous les jours, et avec des soucis. Et c'est sur cette bande-là qu'on va vendre carottes, choux, tomates. Alors qu'il y a un projet où les gens roulent en 4x4 et qui est bien logé, climatisé. Ils ne peuvent pas penser à une plateforme pour ces gens-là, où à partir de là, les produits de là sont connus. Et c'est la plateforme qui permet même de valoriser les produits. Parce que s'il y a récolte à une date, on sait en même temps qu'à partir de telle date, la carotte pourrit, et on appelle maintenant les sociétés qui sont dans la transformation du carotte en purée, qu'on sort, de venir chercher. Il n'y a pas de plateforme. On ne peut même pas réunir ces produits-là et dans une plateforme. Vous voyez ça? C'est nous-mêmes, ce n'est pas les Blancs, l'impérialisme. Et pour ça, quand il n'y a pas ça, il y aura toujours des prix fantaisistes, des prix toqués qui vont toujours suivre un modèle qu'on ne peut pas maîtriser. Donc, moi, je pense que le prix, la cherté, ce n'est pas l'énergie gaspillée, c'est plutôt au niveau des politiques, de la politique agricole, qui pensent qu'ils font du boulot. Il y a des postes, hein, il y a des postes au ministère, dans les FIDA, ils font du boulot, ils sont tout le temps occupés dans les chiffres, alors qu'il ne faut pas le travail. Un travail élémentaire. Ils ne savent pas comment on récupère une planche et donner un prix à cette planche. C'est les paysans qui savent faire ça. Vous voyez? Et quand c'est comme ça, ça ne marche pas. Du coup, vous êtes en Europe, vous savez que le prix du blé est connu. Déjà, même au champ, et la quantité est connue. On estime même ce qui doit aller dans les silos. Ça, ce n'est pas une technologie, hein. C'est une volonté. C'est une envie de faire vivre les gens, de rendre les gens heureux. Parce qu'aujourd'hui, le système a mis les paysans dans quel système? Vous avez produit la tomate, non? Ah, je ne suis pas dedans. Hein. Et pourrir, et quand oui, c'est ton problème. Vous voyez, ah, c'est pas bon. Si le paysan fait ça, et que ça pourrit cette année, ou bien ce mois-là, il peut ne plus faire le mois prochain. Ça va créer un problème de prix sur le marché et sensible. Personne ne va remarquer. Pour ça, on les sécurise. On leur dit, ah, c'est la banque de tomates, ça. Ça, c'est batch 1. Il faut que ces paysans-là, pour les libérer, les sécuriser, nous sommes sûrs qu'il y a une société de transformation qui doit naître. Cette société va venir ramasser en même temps ce que les gens ne peuvent plus acheter frais. Et quand c'est organisé, comme ça, on parle de pays organisés, de pays humains, de pays qui connaissent la valeur de l'homme. Parce qu'actuellement, on ne connaît pas la valeur des produits. Vous vous garez à c'est vrai, les gens mettent les tomates, on donne le prix. Toi, tu sais comment les gens ont mis tomates. La dame dit 3,50, toi, tu dis, point et spirituellement, tu es à l'église. C'est pas bon.
C'est ça qui tue le pays. Spirituellement, toi, tu n'es même pas là. Tu n'as pas investi. Tu ne sais même pas s'il a coupé le doigt de son enfant pour obtenir la production là. Et tu donnes un prix. Parce que tu es dans 4x4 et tu es dans véhicule. On est en train de se tourner en rond, se fait du mal, on s'attaque aux Occidentaux. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de prix, il n'y a pas de plateforme, il y a l'absence d'État. Je le dis, je répète, il y a absence d'État au Bénin. OK, merci, monsieur Alfred Rougnon. Je vais terminer l'émission avec, il y a juste un commentaire, monsieur Ifé Abdou Salam, qui dit je remercie votre invité. Son analyse est vraiment pertinente et peut contribuer considérablement à résoudre nos problèmes. Je prie que nos dirigeants tombent sur cette émission et prennent en compte ces apports de solutions. Donc, voilà un peu, on n'a pas pu aborder tous les aspects, on est limité dans le temps, mais je vais vous laisser quand même quelques minutes pour votre mot de conclusion. Vraiment, grand merci, monsieur Jules Djossou. Vous avez joué votre rôle parce qu'on manque beaucoup de communication, on manque beaucoup d'échanges, on manque de... Les agronomes se connaissent, mais ils ne se connaissent pas. Ils sont cloisonnés. Et à part les agronomes, il y a d'autres, il y a les pharmaciens, il y a les autres corps. Et malheureusement aussi, mais je crois que c'est les agronomes qui sont les plus cloisonnés. Est-ce que vous êtes d'accord que jusqu'à aujourd'hui, par exemple, les agronomes constituent le seul corps au Bénin qui n'a pas d'ordre. Les médecins ont leur ordre, les juristes ont leur ordre, les menuisiers ont leur ordre. Le pays de l'agriculture n'a pas, les spécialistes n'ont pas d'ordre. Et mon mot de fin va vers là. Il faut qu'on arrive à profiter de ces genres d'émissions pour se connecter, pour débattre, pour comprendre les enjeux, les défis qu'on a, parce qu'il faut qu'on relève les défis, afin de pouvoir laisser une nation qui a un nom, et une nation qui tient, parce que même si on va vers l'Union africaine, il faut bien que l'Union africaine ne va pas détruire les territoires. L'Union africaine ne va pas détruire les langues. Les langues sont associées à des territoires. L'Union africaine ne va pas détruire la data d'eau. Donc, il faut qu'on vienne voir ici qu'il y a des gens qui ont évolué, dont les ancêtres avaient fait la forge, avaient introduit le palmier. Il faut qu'on vienne voir tout ça là, ici au Bénin, quand le monde va être mondialisé et qu'on va rentrer dans une autre phase. Sinon, on va dire que les Béninois, là, ils ont été quand même paresseux, ils sont tous des parleurs, mais ils n'ont pas vraiment fait un boulot, parce qu'ailleurs, moi, je sais que les choses se font. Tout ce qu'on est en train de dire ici, là, ce n'est pas la même chose au Sénégal. Le Sénégal a tellement explosé, et ailleurs. On n'est même pas dans le même pays, dans le même continent. On ne dirait même pas qu'on n'est pas sur le même continent. Le Mali aussi, pareil. J'ai parcouru tous ces pays. Ils ne sont même pas dans le débat. Mais nous, là, on se retrouve à table avec eux et ils pensent qu'on est bon, alors qu'on est seulement communicateur. Vous voyez, alors, eux, dans le fond, ils ont réellement fait le travail. Donc, moi, je voudrais que ce mot de fin puisse nous permettre de relever ce défi, d'éveiller nos consciences sur les thématiques et d'en discuter et sans complexe et sans cloisonnement, diplôme, ceci, cela, ou bien aujourd'hui, on a la chance d'avoir les ondes. Là, vous êtes au Canada, je suis au Bénin, et ainsi de suite. On a quand même pu communiquer et réaliser nos voeux. Donc, on remercie ceux qui sont en train de contribuer à l'évolution du monde. Il faut que nous-mêmes nous apportons notre pied à cet édifice, ne serait-ce que pour nous nourrir nous-mêmes. Être déjà autosuffisant nous-mêmes, c'est déjà l'essentiel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Alfred Rougnon. Nous avons essayé